Ouverture de la réunion à 8h01. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Lemaire. Ajout. Aucune. Merci. Déclaration pécuniaire. Aucune. Délégation, présentation. Présentation du Club optimiste de Rockland relativement à une demande de dérogation au règlement sur l'affichage. Vous n'êtes pas ici pour rien, messieurs, j'espère. Hein? Bonjour, M. le maire. Bonjour. Robert Laplante, je suis trésorier du Club optimiste de Rockland. Et avec moi, Denis Vaillancourt, qui est le président du Club optimiste. On a fait parvenir une lettre à la ville pour avoir la permission de mettre des pancartes ou des panneaux pour annoncer que dans Rockland, il y a un club optimiste qui est vraiment actif. Et c'est pour faire connaître, surtout que la ville de Rockland est une ville où il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de maisons, puis il y a beaucoup de gens qui s'installent. Alors, s'assurer que les gens sont au courant. Vous avez déjà la documentation, je ne ferai pas la liste des choses, des projets qu'on a fait avec la ville au cours des années. Ce qu'on fait pour les jeunes, tous les profits qu'on fait vont pour des jeunes, pour des activités des jeunes. Le Club optimiste, c'est 45 bénévoles. Ça fait 45 ans que le Club optimiste existe à Rockland. Ça fait 45 ans que le Club optimiste, je n'étais pas là, mais le Club optimiste dépense entre 15 et 20 000 par année pour les jeunes de Rockland, francophones. Alors, 45 bénévoles qui, comme moi, vieillissent, donc on a besoin de renouveau. Donc, si on peut faire connaître par des annonces qu'il y a un club optimiste, on peut peut-être faire du recrutement avec ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous décrive les panneaux. On veut les mettre à l'entrée, un sur Caron et l'autre va être sur la 17. C'est ce que M. Boucher me disait, qu'on pourrait s'installer là. Panneau de 4x4 en PCV blanc avec l'annonce du Club optimiste. 17, par exemple, c'est un chemin de comté. Pardon? 17, c'est un chemin de comté. Il faudrait avoir une exception de autres, je pense. Sur le terrain de la ville, par exemple, comme on dit. Par contre, dans l'entrée, dans la cour de Rockland, en rentrant, il y a une pointe qui appartient à la cité. Puis l'autre, ça serait sur côté droit, en sortant de la ville. Parce que du côté gauche, ça descend vite. Alors, je ne sais pas, vous avez des questions, d'autres détails? Est-ce que c'est ça que vous mettez, soyez prudents? C'est ça qui est l'intention, dessus l'affiche? Oui. OK. Et ensuite, on aurait sur l'affiche, on pourrait annoncer les activités majeures du club. Par exemple, quand on vend les gâteaux aux fruits au temps des fêtes, souper de mort qui s'en vient bientôt. Alors, on pourrait annoncer les activités du club là. Est-ce que vous prévoyez seulement annoncer en français? Oui, bien, le Club optimiste, c'est un club francophone. OK. Optimiste international, c'est quand même... Bon, on appartient à Optimiste International, mais le secteur ici est un secteur francophone, comme Saint-Pascal, comme la plupart des endroits autour. Peut-être, pourriez, au lieu de dire ce que vous écrivez présentement, nous recrutons avec un numéro de téléphone, ça sera un début de publicité. On pourrait annoncer ces choses-là. Le panneau comprend un petit panneau en dessous qui permet d'annoncer ce qu'on veut, c'est sûr. Le recrutement devient un problème. Tous les clubs sociaux, je pense, ont le même problème. Parce que quand des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles familles, ils cherchent à s'impliquer pour pouvoir les gens se sentent à l'aise qui connaissent aussi qui a des contacts pour connaître où sont les médecins, où sont les services. Alors souvent, ils cherchent des endroits comme ça. Alors si vous avez tout un numéro de téléphone, puis que c'est évident que vous recherchez quelqu'un, ça démontre une ouverture. On va donner le numéro de téléphone du président, je peux le donner. Je vais payer pour, en quelque part. Monsieur Zan. Nous avons, c'est plutôt, je m'excuse, monsieur, une question pour l'administration, peut-être le conseil là-dessus. Nous avons un règlement dans la municipalité qui dit que tout affichage doit être fait dans les 2 langues officielles. Est-ce que c'est seulement pour les commerces ou tout affichage que la municipalité a?
Puis c'est pas pour essayer. Je sais que la façon dont les gens vont voir ça, j'essaie de rentrer l'anglais dans quelque chose, mais nous, en tant que conseil, on représente toutes les personnes dans la municipalité, anglophones, francophones, chinois, n'importe quoi. Alors, c'est important de dire qu'on reconnaît le fait que le club Optimiste, c'est un club francophone, mais en 2019, je ne sais pas si ça plaît encore. S'il y aurait seulement un club qui rouvrait qui serait anglophone, j'imaginerais qu'il y aurait la fureur qui se ferait alors. Premièrement, j'aimerais juste avoir ma question répondue. Je ne sais pas si ça s'applique à les groupes à but non lucratif. À mon avis, ça ne s'applique pas. Est-ce que j'aimerais juste demander à ça serait les gens de la ville qui pourraient répondre officiellement. Merci. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. Oui, je pense qu'il faudrait vérifier là, vraiment comment Juste faire sûr qu'on ne rentre pas dans quelque chose, on monte un affiche, puis après ça, ils disent c'est contre la loi. Fait que je veux juste faire sûr qu'on... Personnellement, moi là, faut pas oublier qu'on a 50% de notre population qui est anglophone. De laisser toute une population, la moitié de nos gens, de côté, j'ai un peu de misère avec ça. Est-ce que l'école Sainte-Trinité est annoncée Sainte Trinity School en avant? C'est ça que j'allais dire. C'est ça que je devrais dire. Oui, Mme Moyenne. Ah oui, c'est aussi. Monsieur le maire, je voulais juste clarifier que le règlement sur l'affichage Oui. a été modifié en 2017 pour dire que tout était bilingue, mais il y a une exception ici qui dit 8.81 Unilingual schools and churches shall be exempt from conforming with section 8.8 qui est le bilinguisme. Alors seulement que les églises et les écoles ont le droit d'être unilingues. Ça répond à votre question. C'est S'il y avait un groupe anglophone, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on a des organismes qui sont seulement anglophones ici ou des... Oui. Bon, puis est-ce que ça s'affiche dans les deux langues? Mais je ne sais pas, il faudrait que je regarde les affiches. Ils sont obligés parce que les affiches. M. Vaillancourt, oui, amenez du renfort. Première chose, merci, M. le maire, Madame la conseillère. Monsieur. Premièrement, les événements qu'on annonce, si vous regardez sur Edward avec un permis, c'est annoncé dans les deux langues. L'événement est annoncé. Le club est une institution francophone. On fonctionne en français. Ma mémoire est bonne pour votre règlement, puis je ne l'ai pas relu dernièrement, mais il a été fait en fonction de l'affichage commercial et non pas par rapport aux institutions de la ville ou des conseils scolaires, des groupes. Par définition, oui, il y a un optimiste international, mais le district austro-ontarien, il y a 45 clubs, c'est des clubs francophones. Évidemment, quand on annonce pour avoir un événement public, la preuve, c'est qu'on a une annonce présentement que vous avez permis, elle est dans les deux langues. Ça, c'est pour des événements qu'on comprend parce que la clientèle. Mais on fonctionne en français. Ça serait de tromper des publics si on se disait qu'on était un club anglophone. On ne l'est pas. Puis si, M. le maire, je vais plus loin, si les autres clubs anglophones de la ville allaient afficher, ils vous diraient la même chose pour leur club de l'autre langue. Alors, je pense que ce n'est pas une dérogation majeure. Peut-être qu'on devrait l'ajouter dans notre règlement. On devrait mettre institution au lieu de dire église. Je suis pas sûr que ça ne montait pas, puis après ça, quelqu'un disait de l'enlever. Je veux juste faire sûr. Pourquoi on n'a pas juste un mot institution au lieu d'église, puis église, puis l'autre, c'est quoi? Juste pour clarifier, là, le nom de l'Institut peut être unilingue, dépendant du statut de l'entité, mais le message doit être bilingue, à part que c'est pour les écoles puis les églises. Mais si la pancarte est comme le logo comme le francophone, mais si les annonces sur la pancarte sont bilingues, est-ce qu'ils rencontrent le... Oui. Bon, parfait. Absolument. Oui, mais on ça ne leur demande pas de changer leur nom. C'est ça, c'est le Club Optimiste de Rockland, c'est le Club Optimiste de Rockland. Mais si vous disiez, vous faites un souper spaghetti, votre but, c'est d'aller chercher de l'argent. Mettez-le en anglais pour que... Les Anglais aiment ça du spaghetti aussi. C'est la seule affaire que j'essaie de dire. Moi, je sais, entre les bilingues, j'aime le spaghetti. Mais moi, ça m'inquiète parce que c'est des attentes des gens. Si on fait un message dans les deux langues, ça sous-entend que pendant la soirée, pendant les activités, ça veut dire que tout doit être annoncé dans les deux langues. C'est pas le but ou le fondement là, des clubs optimistes. Alors, comme je pense à des concours, comme là, il y a eu un concours de mathématiques dernièrement, mais tout s'est fait en français. Même s'il y avait des anglophones dans la salle, leur enfant parle français.
Puis ils les font participer quand même en français, même si ses parents parlent d'autres langues. Souvent, ils ne parlent même pas anglais non plus, là, ils parlent d'autres langues. Puis ils sont corrects avec ça. Là. Ils impliquent leurs enfants dans les activités francophones, justement parce qu'ils veulent que les jeunes apprennent le français. Oui. Alors, on ne parle pas comme ça. Là. Mais c'est juste que ça va donner le message comme quoi que, ils doivent tout faire dans les deux langues une fois qu'ils font l'activité. C'est pas le but de. Je pense que on va laisser le Club Optimiste gérer ça. J'aimerais juste amener la dernière réunion avant qu'on diffère et qu'on demande d'avoir une présentation. Le gros du problème, c'est pas autant du bilinguisme, si on veut valider avec la politique, c'est une chose. C'est que la question qu'on s'était posée, c'était là, si on a le Club Optimiste qui installe son affiche là, point de vue recrutement, etc. On est tous d'accord que le Club Optimiste de Rockland est un des organismes qui est les plus impliqués et qui en fait le plus pour la communauté. La question qu'on s'était posée, c'est que là, si le Club Optimiste pose ces affiches-là, puis que la semaine prochaine, c'est les Chevaliers Colombes qui y arrivent et qui, eux, veulent avoir leur affiche, puis qu'après ça, que le baseball veut avoir leur affiche, puis qu'après ça, le patin artistique veut avoir leur affiche, puis qu'on se retrouve sur le chemin de Caron, à partir de Highway jusqu'à Caron, avec juste une liste d'affiches comme ça. C'était ça qu'on s'était posé comme question. Puis après ça, on avait amené l'idée, bon, est-ce qu'on aime mieux avoir une plus grande affiche ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs organismes tels quels qui peuvent s'impliquer? Je pense que c'était plus ça au niveau de la problématique qu'on avait, puis qu'on avait demandé un peu de dire, est-ce qu'on peut avoir une présentation pour venir se faire expliquer c'est quoi les objectifs de ça, puis est-ce que ça serait une possibilité que l'affiche qui serait installée soit une affiche qui est plus communautaire versus juste pour le Club Optimiste. Je pense que c'était plus ça, parce qu'on pourrait voir que la même problématique pourrait venir. Là. Puis on est tous d'accord que le Club Optimiste est effectivement un des organismes qui est le plus impliqué et qui redonne le plus à la communauté. Ça, on n'est pas contre ça. Tu veux dire comme des strip malls, ça? Ils ont souvent là, des affiches, puis tous les noms sont un par-dessus l'autre. Bien, il y a une liste d'options qui peut être là, mais la question, c'est ça, c'est que, vous comprenez ce que je voulais dire, là, si on arrive avec, on a combien d'organismes communautaires, M. Boucher? On a plusieurs. Par contre, j'aimerais soulever un point. Sur le chemin qui va à l'aréna de Rockland, Jean-Marc Lalonde, on a une enseigne là, puis je crois qu'il y a 7 ou 8 carrés que les gens peuvent faire de l'annonce publicitaire. On en a 3 sur l'annonce. Fait que je suis pas convaincu que si on avait une enseigne de ce genre-là, qu'on la remplirait plus. C'est mon opinion. C'est parce qu'elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, mais c'est des prix. Il n'y a pas une enseigne qui est gratuite. Non, mais c'est quand même une chance de publicité qu'ils ont que personne n'utilise. Si on regarde ça quand on s'en vient d'Ottawa à Rockland, sur le bord du chemin à droite, il y a quoi, 5, 6 pancartes dans le bord du bois, là. C'est des belles pancartes. Il n'y a pas de problème avec ça. M. Simon? Nos nouvelles affiches qu'on a dans les villages, on n'a pas une section en dessous que les comités, les clubs optimistes pourraient mettre leurs enseignes dessus. Oui, est-ce qu'on charge pour ça? Non, par contre, ils ont un temps limite. Comme on ne peut pas les laisser là pour un mois ou parce qu'il y a plusieurs organismes qui demandent. Fait que, si je ne me trompe pas, c'est 2 semaines ou 3 semaines maximum. Il faudrait que je vérifie pour ne pas vous induire en erreur. Mais il y a un temps limite qu'on peut mettre l'annonce. À moins qu'il n'y ait pas une autre demande après ça. C'est plus pour des activités spécifiques, je pense, qu'ils l'utilisent. C'est juste pour annoncer, fait qu'ils l'enlèvent après. Exact. Parce que les autres, le but, c'est qu'ils veulent faire connaître l'ordre. OK. D'accord? Oui. Alors, on a une résolution. Vous l'avez, M. Bouchard? Que le comité plénière recommande au conseil municipal d'autoriser l'installation d'une enseigne permanente sur le sol unilingue francophone sur le terrain municipal dans l'emprise du chemin Caron, Rockland, afin d'annoncer les activités du Club Optimiste de Rockland, et que le comité plénière recommande au conseil municipal d'approuver la demande d'exemption à l'exigence de payer des frais de demande pour le Club Optimiste de Rockland pour leur demande de permis d'enseigne et leur demande de dérogation d'enseigne pour un montant total de 333 $. Secondé. M. Levert, question. Oui. Est-ce qu'on a beaucoup d'organismes qui sont incorporés? Parce que je sais que beaucoup de sous-comités passent par vous pour faire des activités parfois. Pour faire des applications pour des subventions. À la province d'Ontario, mais on est aussi incorporé au international. C'est ça. Et puis, est-ce que ça arrive parfois qu'il y a d'autres organisations dans Rockland
qui vont passer par vous autres pour faire des demandes de subventions parce qu'ils ne sont pas incorporés, donc ils ne peuvent pas faire les appliquer. Est-ce que ça arrive? À ma connaissance, là, dans les derniers 12-13 ans, on a fait une demande pour la ville de Rockland pour le parc d'eau. Et on a obtenu 75 000 de la Fondation Trillium de l'Ontario. Ma connaissance, c'est la seule qui a été faite. C'est ça. OK. Parce que je sais que quand notre club optimiste de Bourget, je sais qu'il y a 4-5 organisations qui ne peuvent pas appliquer pour des bourses à moins qu'ils soient parrainés par un organisme qui est incorporé. Alors, c'est pour ça que je me demandais si c'était ça. Les clubs optimistes sont à Hammond, Saint-Pascal, Bourget, Clarence, on a? Oui. Puis à Rockland, c'est des clubs qui nous amènent beaucoup pour les enfants. Il ne faut pas oublier ça, c'est une bonne cause. Moi, je suis membre dans un des meilleurs, là, Saint-Pascal. Alors, qui est en faveur? Merci. Merci beaucoup. Pétition correspondance. Demande de lever le drapeau de la fierté. Groupe LGBTQ et alliés de presque 300. M. Bouchard, vous voulez dire ça? Oui. Je pense pas qu'il y a une résolution. Il n'y a pas de résolution. C'est juste pour non. Mais moi, je pense qu'on devrait le faire. C'est comme c'est prêt partout. Oui, pas de problème avec ça. Je pense à la tolérance, ça, c'est la partie de la tolérance. J'aimerais ça que ce soit lui qui monte le drapeau lui-même. Je pensais plus à toi. Je peux le faire. Je suis délégué. Est-ce qu'on a... Elle disait qu'on avait juste 5 qui avaient levé le drapeau dans Prescott Russell. On a eu le 10. On va voir le gouverneur général la semaine prochaine. Non, mais je veux dire, nous autres, on était-tu dans les 5 de les années précédentes? Ils ont juste demandé pour faire de choses, mais je ne sais pas si on va. Est-ce qu'on a le drapeau? Non. OK, il faut... C'est eux autres qui vont faire. C'est ça. Mais moi, je pense définitivement qu'on devrait... S'ils veulent le faire une levée, c'est pas le problème. Je suis d'accord. Avis de motion, M. Zant, voulez-vous lire votre avis de motion? 6.1. Oui, attendez une petite seconde, mon ordinateur est un peu slow. Bon. Voyons. Faut-tu que je lise le titre aussi ou ça des... Ouais, bon. Avis de motion présenté par le conseiller Mario Zant et appuyé par le conseiller Dan Bouchard demandant au gouvernement provincial et fédéral de créer un comité relativement aux inondations. Attendu que la gestion intégrée des principaux réservoirs du bassin de l'Outaouais est la responsabilité de la Commission de la planification et de régularisation de la rivière des Outaouais, je m'excuse, et attendu que la santé et sécurité des gens qui vivent le long de la rivière Outaouais est d'une importance cruciale, et attendu que les inondations qui sont survenues en 2017 et encore en 2019 sont des événements anormaux, et attendu que les conditions climatiques qui ont précipité ces événements ne sont pas identiques dans les 2 années, qu'il soit résolu que le Conseil municipal demande au gouvernement provincial et fédéral d'établir une commission qui a pour but de comprendre quelles sont les conditions qui ont précipité à cette inondation, dans le but de créer des outils relatifs à la gestion du bassin de la rivière des Outaouais, et qu'il soit également résolu que cette commission soit établie dans le plus bref délai pour assurer que ces événements ne surviennent plus dans le futur. Secondé. C'est déjà secondé par M. Bouchard. J'aimerais remercier M. Voisine pour cette initiative. On avait déjà parlé dans une réunion spéciale qu'on avait eue, et c'est très important de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe avec les barrages dans la rivière parce que il n'y a pas neigé ou plus, ça n'a pas fondu autant plus vite que dans 1970 ou 80. Il y a quelque chose qui se passe. Et avant que les provinces commencent à donner 200 000 pour acheter des propriétés, bien, regardez le problème puis arrangez-le. Alors, je pense qu'il y a un conseiller aussi à Ottawa, qui a demandé la même chose. Parfait. Il y a des décisions qui ont été prises. Oui. C'est simplement de la motion. Oui. On va dessus. Non, ça revient la semaine prochaine. Ça revient la prochaine. Je pensais que vous alliez demander un vote. 6.2, M. Lalonde. Entendu qu'un certain nombre des résidents de la cité de Clarence-Rockland sont affectés par les récentes inondations printanières, et attendu que plusieurs d'entre eux feront face à des nettoyages et rénovations importantes suite à ces mêmes inondations,
qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration d'établir une liste d'adresses civiques de tous les résidents à l'intérieur des limites de la cité Clarence-Rockland qui sont affectés par les inondations et qu'il soit également résolu que le Conseil mandate l'administration à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que les résidents des propriétés affectées figurant sur la liste soient exemptés de tout frais pour apporter leurs déchets et matériaux au dépotoir de la cité sous présentation d'une preuve de résidence effective immédiatement et ce jusqu'au 31 juillet 2019. Secondé, OK. Jusqu'au 31 juillet, monsieur, quelqu'un qui... Madame, voulez-vous nous faire une petite présentation? Comme je sais que vous êtes ici pour ça. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Monica Séguin. Je vais parler en anglais parce que c'est plus confortable pour moi, mais vous pouvez me répondre en français. Votre adresse aussi, madame. Right. So my name is Monica Séguin, and I own a cottage at 2919 Old Highway 17. In regards to the 6.2, the motion for the waiving of the landfill site fees, I'd like to thank Council for considering these motions today. It's important for families that have been affected by the floods to be able to move forward and have the support of the town to make whatever decisions they find appropriate for their locations. I would like to comment, though, that I'm in a situation that the planning department's aware of and my counselor is aware of, in that my family has decided to demolish our structure. We have been at our site. We are original owners. We've been there since 1955. And so for over 60 some years, the river has not acted the way it has in the last 2 years. I was lucky and now unlucky that I took over the cottage in 2016 and have gone through two consecutive floods. And so in relation to the waiving of the landfill site fees, I would just like to ask that the council consider that you don't put a hard date of July 31st on it. In relation to my situation, I may not have rezoning or my plan going forward resolved, and so I don't feel comfortable let's say, completely demolishing until that's dealt with, because essentially I'll be left with nothing, and I may actually open a bigger can of worms for myself if I do that right away. And so I understand we want to try and clean properties up quickly, and I'm willing to do that, but I can't do everything. And so just consider that there may be individuals in situations like mine that would like, if the waiving of the fees is provided, that it's extended to cover circumstances like mine. If we had a problem there the 31st, couldn't we give her tickets to finish off just for her place? Yeah, I think we're also going to be Monday also talking about our recovery plan, and some of that, those details will be discussed at that time as well. But so I don't think that there's an issue with the July 31st date, I think that I heard. Yeah. Okay. So I just thought I'd bring that up, just because it's written in the resolution. So. Yeah. We would be able to provide the dump with a list of addresses of people affected, and then just let them do their, go whenever they need it to go, and as long as they show proof that they live at that address. Why do we need a date? I understand the purpose of probably having a date so that we can manage this a little bit better and know when it's going to end, and I understand that, but I think for certain cases where people, they're not just removing sandbags or removing furniture that's been damaged, they're actually, and I'm really sorry to hear about that, by the way. I just think maybe we should just give the dump a list of addresses and let them do what they need to do. But I think we should keep the date, but we should specify that for people who are demolishing the house, that they can have an extension. There's we have forms that you can fill, and you get a paper exempting you from costs. So we've had that. Yeah. Mr.
I just want to, I guess besides again, like on Monday, we will go through the different aspects of the recovery plan. Some of that is electronics, some of that is sandbags, some of that is your household, like construction waste and that type of stuff. If you're available on Monday, you'll be at Salle Optimist in Rockland. So yeah, and if not, the homeowners that can't make it, we're going to make sure that they get the package anyways and have all the information, so it's quite clear. Okay. I'll stay standing because you'll say the next motion and then I'll have a question. Attendu qu'un certain nombre de résidents de la cité de Clarence-Rockland sont affectés par les récentes inondations printanières, il soit résolu que le Conseil autorise que les résidents de propriétés affectés par les inondations soient exempts de tous frais relatifs aux demandes de permis de démolition, effectifs immédiatement, et qu'il soit également résolu que le Conseil mandate l'administration à étudier les besoins potentiels des propriétés affectées par les inondations printanières dans le but de préparer un rapport proposant des options qui devront être considérées relativement au processus de demande d'amendement au règlement de zonage, demande de dérogation mineure ou demande de permis de construction. C'est ça qu'on dit par là. Question? Super. OK. OK. So my name is Monica Sege. That's okay. And I'm at 2919 Old Highway 17. So, like I said, the motions presented today are an important step for affected families to be able to move forward. For the demolition, I appreciate that the town has heard, I guess, situations that people are in, difficult situations, and appreciate that the administration, I hope, will look at individual needs of families, because the need of my family will be different than the need of my neighbors, and it'll be different than the 111, I believe, families that are impacted. Some will decide to rebuild, some will decide to demolish, some will decide to potentially walk away. I think I'm in a situation that it's a cottage. I will say I'm lucky compared to other residents that it is their primary household. At the same time, it's still painful because it's a place that my great-grandfather built, so it's emotionally hard. But for the motion regarding the demolition and the needs of the flood-impacted families with respect to rezoning or minor variances, I would just like to say I thank you for this motion. I look forward to working with the town to find a solution that's reasonable. Since we've, as a family, have decided demolition, at this point, the zoning does not allow us any permissible use on our land. And so I want the council to hear that, because what it means is today, the bylaws do not allow me to do anything on my land. Other than, because we are deemed rural, to rebuild a house. And so I say that because I want you to think about that, whether that is actually responsible. In my opinion, it's not responsible for our situation to allow zoning for a house. We're in the floodway, we're not in the flood zone, but we have 1.5 meters of water on our property today, which was in our cottage. And so I'm making the responsible decision as a homeowner, as a cottage owner, that it's responsible for us to demolish our family heirloom, if you want to say. But given that, it's not clear. I've had discussions with the councillor and with the planning department. It's not clear today, but I want to work together to find a way that I can still use my patch of grass at the end of the day for what it was historically used for, which for us was a seasonal place. And so there's not really a question there. I think it's more just a commitment from my end and my family's end, and I hope a commitment from the town to help each and all of us through these situations as we work through them, whether it's rebuilding, rezoning, or demolishing. So, thank you. Also, one of the questions was if Madame could put a roulotte mobile home trailer on the property. So we're looking at that. We've already brought that to Marie-Ève to see if it's possible, and if it is, well, we'll go ahead, but we have to look at all the possibilities right now. Yeah, but because it's a flood zone, the conditions will
you know, the conditions would change. Now people should not finish a basement. I think that they should raise their house if they are. Madame, we'll take the roulotte out. No, I know, but I mean, like, I know that, you know, I know in Quebec, you know, they putting some conditions, like if people rebuild or fix it, they have to raise their houses, Well, you know, I think they have to use that money for that. We have an elevation, don't we, Monsieur Leonard? A certain elevation they have to respect. Yeah, Mr. Mayor, yeah, that is correct, but I think each situation is a bit different. So, like the resolution mentioned, is that we will come back and we will provide a direction, and I think it's going to be on a case-by-case basis, and we'll look at each needs and where they are situated within those zones and how our policies apply. The issues that our policies are broad and they don't apply always to each individual property, right? So we'll try and incorporate that in our reports and see how we could. Me and Mr. Small both talked to Marie-Ève, so she's aware. I think you've talked to Marie-Ève also, so she's aware. She's definitely aware. Yeah, yeah. Okay. Autre question? But I think it should be some more clear directives anyway, because like, I understand that you will go case by case, but I mean, if the land is at a certain height, there should be some requirement. If the, you know, they have to C'est juste un avis de motion, ils vont retirer. No, that's what I mean in the report, that should be addressed, you know, like specifically. So I can speak to my case specifically. I have the survey and I know my elevation, and it's unrealistic. And honestly, from an insurance perspective, I've been told I get no insurance. That's right. And so it is impossible for someone to, even if they chose to rebuild, to consciously do that. Yeah. Well, that's why I think it's important in the report that there is mentioned that if you know, like the height, the level, if the level is too low, it should be mentioned that you cannot rebuild. Yeah, I think the best approach is a case-by-case basis, so we can then deal with, as those applications come in, we can deal with all the requirements, zoning and all the policies that are aligned with that. Let's not forget, we have 3 houses that were built last year, and they weren't affected at all at the elevation they were given. 1 on Pagot and 2 on Wilson, so they're okay. But some on Pigeon have been affected at the bottom. So we have a good idea for the elevation, which is good. We have a point of reference. And I think I won't necessarily speak on behalf of my neighbors. They're not here, but you know, whether it's this flood or whether we find out what the reason for the floods are, or if we could even mitigate it, I don't want to be pessimistic, but it may happen again, and people need to have options, because unfortunately, or fortunately, we built in 1955. There was no dam. The river wasn't where it is today, and so things have changed. And I'm just hoping that the planning department and the town will change the bylaws so that we're doing the right thing. Like, we want to stay. We want to still contribute to our little community, to the town of Rockland. When we're here in the summer, we buy everything here. You know, we pay our taxes. We do our due diligence, and to be able to stay as part of this community is important for me, but the way the bylaws are today, I can't, and so so thank you for the motion. Come to the meeting on Monday night, yes, and you might have more information there. Yeah. Okay, thank you. Période de questions, si quelqu'un a des questions, c'est le temps de demander. Votre nom et votre adresse, Bloop. Oui, Centre-3, Pigeon, André Zaro. Je suis en bas de la côte, le dernier. Monsieur le maire, je dois vous remercier de votre aide. Monsieur le maire est venu porter des sacs de sable avec son camion. C'était apprécié. Je veux vous dire qu'il y a une ligne ici dans la motion qui est très, très bien. Besoin potentiel des propriétés affectées par l'inondation. Moi, j'en ai mentionné durant l'inondation, parce qu'on mettait les sacs de sable. Il y a une solution à mon problème, puis au problème de mon fils. La rue, n'est pas assez haute. Si elle serait élevée d'à peu près 2 ou 3 pieds, ça résoudrait ça le problème. Mon fils, il n'a pas de problème. Lui, il est bâti à 41,5 de hauteur. Moi, par contre, j'ai un soubassement qu'on n'appelle pas un soubassement, c'est un crawl space en réalité de 7 pieds. Même si on monte le chemin, M. Zaro,
votre maison est encore trop Oui, grosse. mais c'est l'entrée. J'aurais pu rentrer chez moi régulièrement. Il fallait que je passe chez mon fils. Si, bien, il y a l'autre chose. Je changerais la suggestion pour moi, là, ça serait de changer mon entrée, la jumeler avec celle de mon fils, monter le chemin, raccourcir la responsabilité de la ville sur l'étendue d'à peu près 150 pieds du chemin. Alors, il y aurait aussi possibilité de faire un rond-point pour que la pelle soit capable de tourner et pas obligé de rentrer, reculer, avancer en hiver. Vous êtes rendu avec un projet assez cher. Bien, non, monter le de la chemin. roche, c'est pas si cher que ça, mais ça dépend. Si on veut aller plus loin, là. Mais mon entrée pourrait être reculée vers la côte et le chemin monté de 2-3 pieds, puis l'inondation vient. Bien, si l'inondation vient. Mais je vais vous dire, la dame a mentionné tantôt, là, la rivière n'appartient pas où est-ce que c'est qu'elle est. C'est à cause de Carillon en 63. La rivière. Pas pour aller là. Oui, mais c'est parce qu'on parle toujours des niveaux, mais c'est pas des niveaux naturels, ça, c'est des niveaux fabriqués. On ne pourra pas changer ça grand-chose. Là. On est une petite municipalité comme telle. Est-ce que le chemin Pigeon est un chemin privé ou un chemin... Non, c'est privé. OK. C'est ça, là. C'était anciennement, quand j'ai acheté, c'était privé. Puis là, on a décidé de paver. Puis là, bien, le Conseil a décidé qu'il fallait que ça soit pavé sur un chemin qui appartenait par la municipalité. Et là, même si on montait de 2-3 pieds, votre entrée, il faut que vous la montiez aussi jusqu'à la maison. Parce que non. vous passez sur le bord de votre garçon, on embarque sur le terrain privé. Là, ça devient votre chemin. Non. Là, je changerais mon entrée. Je la mettrais à côté de celle à mon fils. Puis là, ça serait 100 Il faudrait rentrer chez moi. Là, il faudrait que vous fassiez votre chemin jusque chez vous. Oui, je changerais ça. Oui. Ça. L'entrée de votre garçon est assez haute. C'est à vous de faire l'entrée puis s'en aller chez vous. Ouais. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Marc, fort probablement, ne sera plus là dans des années rapprochées. Là. Mais il reste que c'est possible. Okay. 3 pieds de hauteur, c'est le maximum, puis je rentre chez nous, pas de problème. On le regardera. On le regardera. C'est tout ce que c'est qu'on peut faire. C'est bon. OK? Merci. Mais très bien, ça. Besoin potentiel des inondés. Merci. Okay. Quelqu'un d'autre avec des questions? C'est votre aviseur? Ah oui. Bonjour, mon nom est, monsieur, mesdames, mon nom est Nancy Kelly et je représente l'association de baseball de Ligue mineure de Clarence-Rockland. Je suis ici pour appuyer le projet de développement du terrain de baseball de Clarence Creek ici. Ça fait quelques années qu'on parle de ce projet-là. Nous desservons en moyenne de 120 à 200 enfants par année de baseball. On couvre tous les âges, de 4 ans jusqu'à 16 ans. Et depuis quelques années, on est très limité dans notre promotion du sport et de l'activité parce qu'on n'a pas accès à beaucoup de terrains de baseball et heures de terrain. Les heures sont quand même limitées. Les enfants ne peuvent jouer qu'entre telle heure et de telle saison à telle saison. Comme c'est là à Rockland, nous avons le terrain, les enfants ont le terrain 2 jours sur 7. Les autres étant alloués aux adultes. Alors, on s'éparpille, on maximise, et puis ce projet-ci, on a commencé à en parler pour essayer de développer. Clarence Creek est central pour le baseball parce qu'on attire des gens de tous les villages, Bourgette, Clarence, Hammond, Rockland. Alors, ça donnait parfait pour nous. En plus, on se fait demander à toutes les années pour être hôte des tournois de district et des tournois provinciaux de la petite ligue du Canada. Par contre, on n'a pas l'infrastructure, on n'a pas le service. Alors, on essaie d'emmener un terrain aux mesures et aux normes et aux paramètres de la Ligue canadienne.
Avec le terrain Clarence, on s'approche de ça et on arrive. Les tournois provinciaux peuvent attirer de 7 à 8 équipes provinciales. C'est pendant en moyenne une semaine de temps qui peut attirer tout ce qui est tout hébergement, restauration. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on cherche juste l'infrastructure. Alors, je suis vraiment... C'est au budget. Il y a un rapport. Ouais. Alors, c'est pas mal ça. Je voulais juste donner appui l'association et puis de promouvoir et d'encourager le projet dans votre communauté. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Autre question? C'est tout. Merci. Rapport du Conseil, eh bien, il y a eu 2 résignations, 2 retraites de 2 directeurs aujourd'hui. Louise Lalonde de la résidence Prescott-Russell et Michel Chrétien des ambulances. Et c'est à peu près tout pour tout de suite. Il va y avoir des développements dans les ambulances très bientôt. Et fait que c'est à revoir. Rapport des comités, 9.1. Étude du transport pour le collecteur. M. Bouchard. OK. Attendu que l'étude de transport pour le collecteur Est-Ouest a été complétée en décembre 2018 et attendu qu'une condition doit être modifiée dans la liste de conditions approuvées pour le lotissement du village Morris Stage 5 et de Brigil, que le comité de plénière recommande que la condition 26 du lotissement de Brigil et la condition 29 du lotissement du village Morris Stage 5 soient modifiées afin de lire comme suit. That Poupard Side Road, Bronze Avenue, and Saint Jean Street be designed and built to municipal standard with an urban cross-section approved by the city. The design should follow the recommendation of the detailed transportation impact study that was completed by Castlegen Consultants December 2018, with any subsequent revisions if applicable. The design, the environmental study, the EA, the construction work, the project management fees, and other studies or work required are to be paid by the development charges bylaw and the municipal budget in place for the current year. The estimated cost of the design and work to be completed must be approved by the city before any undertaking. Secondé, M. Zahn. Question? Oui, moi j'ai une question. Oui. Je pensais que c'était les développeurs qui payaient pour ces routes-là. Comment ça se fait que c'est la municipalité qui paye? C'est pas la municipalité qui gagne? Oui, monsieur, je peux répondre à cette question-là. Après ça, il y avait une petite présentation pour aider parce que c'était un rapport qui était venu à peu près 2 mois passés, puis il y avait eu beaucoup de questions, là, donc on a présenté. Suite à ça, là, je peux vous présenter le rapport. Donc, dans le fond, il y a certains développements, certaines infrastructures où c'est entièrement la responsabilité du développeur, puis il y en a d'autres où c'est la responsabilité c'est le DC, c'est le travail du processus de DC. Donc, quand ça dessert plus qu'un développement, là, c'est des projets qui sont sujets à DC. Vous allez voir, dans pas trop long, on va vous amener un rapport au Conseil qui va être un peu, qui va expliquer un peu les paramètres de ça. Donc, qu'est-ce qui est considéré un développement, un coût local ou un coût au développeur, puis qu'est-ce qui est considéré un projet qui se retrouverait sur le DCs. Donc, ça va. Il n'y avait pas ça dans la première phase ou dans la première fois que le DCs avait été mis en place. Cette fois-ci, on incorpore ça, puis ça va mettre beaucoup plus de clarté par rapport à quels projets qui sont permissibles, puis quels qui ne sont pas à travers les DCs. Donc, en gros, c'est ça. Okay. C'est bon. Je vais juste trouver, je sais que vous l'avez sur votre ordinateur, mais s'il y en a qui préfèrent copie papier, j'ai copie papier. Vous êtes correct? Oui, c'est ce que je pensais. C'est ça de lire. On peut juste voir les méthodes. Le caméraman, il couvre pas mal l'écran. Oui. Puis, je t'attends 10 minutes. Ah, ok, on l'a. Oui, vous l'avez attaché, mais c'est juste. C'est plus facile le papier. Parce que tu m'as dit que c'était présenté. Puis je le présente ici aussi, là, donc si vous voulez suivre là. Donc,
Donc, je juste, il y a de l'information là-dedans qui est aussi rattachée au rapport, donc vous pouvez aussi, là, si vous voulez, là, je ne vais pas aller trop longtemps là, sur ça. Là, je pense que le plus important, c'est le plan à la fin qui va démontrer puis qui va un peu expliquer là, tout ce qui est textuel là, ici. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais l'expliquer en anglais parce qu'il y a des termes qui sont un peu plus faciles à expliquer en anglais, donc je vais faire la présentation en anglais. So like I mentioned just a bit earlier, really the goal of this presentation is just to clarify a few of the, I think the issues or the aspects that weren't well understood when we presented the report to amend the subdivision draft conditions for the Brazil subdivision and for the Morris Village subdivision. So early in 2018, the original draft conditions were presented to council. Council approved those. There was an omission made where the Saint-Jean Street wasn't identified. And so really what happens is that you have the street number 1, which is in Morris Village Phase 5, which is the main link to that subdivision. And you have Poupal Road, which is the main link for the Brazil subdivision. In between that is Saint-Jean Street, and that was omitted from the original draft recommendations or draft subdivision agreements. So the report that was brought 2 months ago was to rectify that and add Saint-Jean. And at the same time, the study was complete, so we added the study to the report, and I think that's where it generated a lot of questions and confusion. The report was quite technical and quite complicated. So through this presentation, we're hoping to address all those concerns. So the goal of this study, sorry, I'm just gonna go down here. Unfortunately, I just noticed that it's not on PowerPoint, so I will have to use my mouse to drag this down. So the goal of the study was to identify the need for to support the development of these 2 subdivisions, so or Phase 5 of Morris Village and the Brazil subdivision, and what was the infrastructure or the need for the road to be able to support that. And so we looked at the study looked at a few goals, which were the traffic impact along these roadways, the need for a multi-use pathway, and a bunch of other considerations, the speed limit and all that stuff, the slope of Saint-Jean Street. And so I know that there's been a lot of questions or a lot of, I guess, comments or concerns about the term or the usage of collector roads, major or minor, in the past. So I'm just going to try to explain really the only policy we currently have is in our official plan, and that is a overarching policy. It's not really specific or really precise. So this is how it's defined in the official plan. The department is going to bring back a definition that is a lot more precise, and that is going to identify a bit better what a major collector road is, what a minor collector road is, when is it appropriate to have a major or minor collector road. So, but in the official plan, this is how it's defined. So the goal is to distribute traffic from interior residential, so minor collectors and local roads, to an arterial road, so something like a county road or County Road 17, something like that. It's to be the most efficient from point A to point B. It's designed to accommodate 8,000 vehicles, minimum. It could accommodate more, and it should be uninterrupted flow. So what that means is we should restrict or limit the amount of driveways that are directly along a collector road. Doesn't mean that it can't. Council ultimately has the right to decide, or the ability to decide whether or not they want to allow this. What happens is that it creates operational issues, so that just needs to be considered when approving driveways along a collector road.
So a collector road is to be as efficient as possible. You put driveways there. Issues about backing up, or then you start getting complaints about speed. You start getting complaints about too many vehicles on that road, and you put so that's the reason why the policy is developed that way. And then in a minor collector road, so again, it's similar to a major collector road. Those are a bit more like a bit more to within the subdivision often. Major collector can be within a subdivision as well, but those are to normally connect into major collector roads. So, but that acts just similarly to a minor collector road, to a major collector road. So the study looked at different horizons, 5 to 10 year, which is short term, medium term 10 to 20, and full build out. And then identified how many units are going to be, or planned to be developed within those two developments, within those two subdivisions. And ultimately, how many vehicles are considered or are expected with this development. So which is, you can see 2,000 units in the next 5 to 10 years, 3,100 units in the next 10 to 20, full build out, which is beyond 20 years, 3,900. These are additional. So the first is 2,000 then added on to that, for a total of 6,000 to 8,000 vehicles in the peak time. So that link, just to support those developments, is going to be a major collector road. Doesn't matter how we want to define it, that's what it's going to end up being. And so currently, the way that Coupal Road is designed is that it outlets either to Laurier Street or to Carmen-Bergeron. Carmen-Bergeron has its issues in terms of its capacity to handle this amount of volume in the medium to long term. Carmen-Bergeron is sufficient for the short term, but as soon as you hit that 10-year, 5 to 10 year window, we're going to end up having issues. So, which is why we'll see at the end in the proposed design that or proposed sketch, that you'll see that we're considering another alternate route, which is to bypass Carmen-Bergeron. So again, use Coupal, but then it will reach the Highway 17 further down. So really, all of this stuff is really, like the next stuff is really technical stuff that was taken out of the report itself. I don't think that there's much value in going through all of this, because really you'll see on the map what this is. So on this map here, you see the different intersections and their different proposed designs. So within Space Builders, Stage 5, Morris Village, nothing's changed in terms of what the developer, what was agreed upon between the draft conditions with the developer. The width of the road, the right-of-way, everything is the same. And the developers are all on board with the results of the study and the proposed draft the design. What's that? Who will be paying for that section? This section here? Yeah. This is considered a DC, this is a DC project. It's eligible for DCs. I mean, ultimately, council decides which projects are recommended or on that list, but it's eligible for DC funding. In Ottawa, usually, the city will authorize the building of the roads and then have everybody build around it, right? So that's usually, it's paid for by the developers or the city. The City of Ottawa uses the same mechanisms as we do. Yep, that's what I'm asking. Yeah. Maybe elaborate on that. Yeah, so like they would have the same process where they'd have DCs. It depends. Oftentimes it depends on how the development is advancing, which stages the development are advancing. Sometimes it's beneficial for the city to advance some things. Sometimes it's beneficial for the developers. In most cases, it's the developer that advances the project, and then parts of that is covered through the DC's bylaws. Okay. So in this case, all these roads are subject to that and are candidates for that. You have this road here, which is Sterling, which would extend to. This will be considered a minor collector road. You have the road that's named as street number 1 now. This is going to be a minor collector. These are both going to be 2 lanes, just your typical 2-lane road, but it's going to be 26 meters in width.
And then you have Saint-Jean Street from Dr. Corbeil to street number 1, which is going to be a two-lane as well, but it's currently what you would consider a rural road and is now going to be converted to a urban road. So in terms of the amount of lanes, it's going to be the same. It's just there's going to be sidewalks and that type of stuff, so it'll be more of a urban road. But so this is 2 lanes, and then this section here, Saint Jean, where it meets the street number 1, which is just down at that curvy section, that's going to be a 4-lane non-divided. And then past point C here on Poupard Road, right where Brugil development is going to be, that's going to be a 4-lane divided. So that's similar to what Dr. Corbeil has, a medium right down the middle. And so that's very common for major collector roads. So this part here is considered a major collector road because of the development that's going to occur in phase 5, and because of the development that's going to occur along Brugil, along that road. All of that traffic to support those 2 developments are going to funnel onto that road, whether we want it or not. Like, that's just the way that the development is going to occur. And so this road needs to be brought up to that level, which is a major collector road. Short term, like I was explaining, going down Poupard Road to Carmen Bergeron, and then the set of lights that are here, eventually that is going to become an issue. And what's proposed is future extension through this area and connect further down on 17, County Road 17. And so I know that there's also been some questions or some discussions about east-west collector and whether or not this is an east-west collector. And so a lot of this depends on whether or not the Highway 17 is going to get widened. So if the 17 widens up, this suffices in terms of directing traffic to the appropriate location. If the Highway 17, and there's a possibility the Highway 17 doesn't widen, then the city needs to consider an alternative, because we're no longer going to have some issues directing traffic. Even though we do an extension here at this point, you still have the same bottleneck, which is the Highway 17. And at some point, we're going to have to consider alternate ways of getting to Ottawa. And that's where, which is way past the 20-year horizon, where we were considering something that would be further south of this development. So that doesn't preclude that, like that would still be considered moving forward, but there are some considerations. It depends on the 17, it depends on how the development occurs. In the immediate development, this would suffice for the development purposes. Suzanne? You already know where I stand on certain things, so I'm not going to go into it again. I personally do not think that Carmen Bergeron could handle any more than it's handling now. So I would, and I understand that this is most likely going to be at our cost, so we're looking at the extension to the highway. You're absolutely right about the widening of the highway, but it doesn't change the fact that at some point, we're going to have to start funneling out this traffic into where it needs to go versus trying to bottleneck it in. Carmen Bergeron, we already know, can't handle it. Even right now, it'll take me 5 minutes to get out of a Walmart parking lot, just waiting because there's people coming out of Boston Pizza, LCBO, like it's nonstop. And that doesn't even have any developments built yet. So I'll leave that same, but my personal opinion, we should build that before anything even starts being built. Kind of like, you know, and I compare to Ottawa, but honestly, it's because it's more evident when you actually go up to, I think it's 10th line. This was years ago. You get to a certain point, there was a round point. There was nothing built, but there were roads all laid out, just waiting for things to come up. No, and no, I think, on 10th line, they didn't finish the road until it was built. Well, when I went there was a round point with roads leaving, they were paved. Helen, you know what I'm talking about. So I think it's important to start building these things before the infrastructure comes. We already know that they're going to be building. So that's my thing there. On the other end near Caron, I'm assuming the A, B's, and C's, and those are round points, right? The long point. So these, yeah. So these are roundabouts. Roundabout. That's what I meant to say. Yeah. So are we wanting to put one at Caron and Street 1 eventually? Yes. Okay, so it's not on the map. We had talked about the gray area there and how that land is not owned by anyone. Yeah. What's our plan to connect that to prevent traffic going through the downtown area? So, well, so that is, I mean,
just like the extension part here that the city does not own. It's the same process. So in terms of long-term planning, that is something that is often done. So through our master servicing studies, through our DCs, we identify areas where we need to expand the infrastructure to be able to accommodate this. So I mean, that is going to be an issue, and that needs to be done regardless of, like, the development's going to occur no matter what, and that needs to be done. So it's not like if this needs to happen before the development. You don't think so? No. Well, because you have, like, in the study, the way that was identified is that, and the way this is done is that we identify all the risks and all the development that's going to potentially occur and the timing for that. So we know that Carmen Bergeron, I agree with you that is an issue. So Carmen Bergeron specifically is an issue. However, it was identified that 5 to 10 years, Carmen Bergeron is still sufficient to be able to take on the traffic that's going to realistically occur, because by the time that this development, the subdivision agreement is in place, by the time they start developing, by the time you're looking at 5 to 10 years, right? So there won't be an immediate impact on Carmen Bergeron. But that means that we still need to be planning, and through the DC process, which is what these extensions are included in there, the cost to do that. Right. So that when we do get to the point where we need 5 years, 10 years from now, and we do need to extend that, the costs have been considered in the DC process. So all these are included in there. Okay, and that is your recommendation to do that. I'm just worried that we're not going to be trying to do it quick enough. Like I said, so I guess what my question is, let's say we're talking about the proposed development. What ideally is your situation of how many units should be built prior to us building the extensions? Well, let's actually talk about the other one first, because that's proposed, really. Yeah, well, so the study had identified how many units that would be developed within that time frame. So that is based on consultation with the developers. So they've been part of this process. This is what they realistically expect. And so the widening or the extension is based on that as well. So we don't expect that they're going to be building more than 2,000 units in the first 5 to 10 years. And Carmen Bergeron, and really you're going to hit that level more towards the end of the 10-year window. So Carmen Bergeron is going to be sufficient for that time period, right? It's once you get that development that you then end up need to consider other alternatives. So between signing this and 10 years, the city is then working towards making sure that these are included in the DC process, that the money is collected to go towards those projects, and then that whatever needs to occur has occurred. You okay? Does that mean the part there from where Poupart ends, Saint-Jean starts, going down the hill in Saint-Jean, are we going to be losing that? This is going to become a city street instead of the... Yeah, urban versus rural. Yeah, so it will be ours instead of the United Counties of Prescott. So it doesn't mean that they're going to transfer the road to us. It just means that road needs to be built to support our development. Okay. Right? It's still a county road. Money from them. Okay. Well, we can try. I'll leave that one up to you, Mr. Mayor. Tous ces travaux-là, ça serait fait cette année? Dans l'année qui s'en vient? No. So what's happening immediately is, so we did the study. Then what happens is we have to finalize the design. These are just recommendations. So it's just a sketch. It's just an idea of how this would look. The roundabouts. Those aren't. They're not permanent. Like, or they're not coulés dans le béton. Parce que qu'est-ce que j'ai la difficulté à comprendre le raisonnement, c'est que on veut emmener le trafic vers Poupart puis Saint-Jean, OK, pour emmener le trafic vers le sud. Mais on ramène le trafic sur des petites rues, là, comme justement, là, comme Carmen Bergeron, et puis l'autre rue. Alors, on ne règle pas la situation, là. On fait juste faire un détour aux gens pour qu'ils remontent quand même vers le nord. So, I'm not sure, because... Mais là, on élargit ça à 4 voies, 2 voies, ensuite on va à 4 voies, puis ensuite, étant donné qu'on ne fait pas l'extension qui va jusqu'à yeah, so the way this works is just like the roads that you'd identified in Orleans, is that you wouldn't normally build this to the full build out right away. So for some infrastructure, roads for example, you could build 2 lanes.
We'd build 2 lanes with the medium for the section where we have 4 lanes to the medium. And when the development is triggered, when you get to that trigger point where you now have the amount of vehicles that would trigger 4 lanes, you built in the 4 lanes. Okay, so and it's planned, so... It's phased out. Okay, okay. And you're collecting DCs throughout this process so that so that you have... okay, because to me, it didn't make sense to go to that extent, to extend it to 4 lanes and not going anywhere after. And yeah, I know. So like what I was saying though, is that the development is really planned between, so in the short term is 5 to 10 years, and you're really only going to see a lot of that development occur in the later part of that. So you wouldn't build 4 lanes tomorrow for a development that's not occurring. I'm surprised that they didn't use baseline and they didn't turn baseline into 4 lane, because that would be the proper way to go, because eventually if we make arrangements, we can finally convince Ottawa to connect Innis Road to baseline. It would be so again, like what I was mentioning, is that that's something that's more long term in terms of to be able to bring traffic outside of Rockland in its entirety. But nonetheless, you still need this to support the development that's occurring right within our municipality, right, which is occurring on Poupal Road, and that's occurring Space Builders Stage 5, right? So regardless of what that would look like, another east-west collector south of Rockland, you still need to do this to support the immediate development that's going to occur. So from the roundabout, from the D to A, so including Poupal and part of Saint-Jean, how many developers own those lots? So you have 2 developers. You have only 2. So on both sides, all on the. So you have Space Builders on one side of that, so east of that, and then you have Brigitte that owns the south and north part of that Poupal Road. South of Poupal. Yes, a few people like unifamilial, single family homes that are along that road, but the majority is the developer that owns Brigitte on both sides. So even though it's mostly owned only by 2 developers, they cannot make a deal between themselves and divide. Well, so because it supports. Sorry, so it supports. So in terms of this, it depends on how much of the development is supported. So a part of this is local traffic. So when you look at the DCs and all that, and a part of that is local traffic, and that's city costs. That's excluded from the DCs. Part of it is the developers have the local roads and the asset or the infrastructure that's considered local, and that is really for the development. So all the interior roads, all that stuff, that's all the developers' cost. Sidewalks to the interior roads, water mains, all that stuff is all the developers' cost. The only cost that is subject for the DCs is that road itself, and it's because it supports a lot more than just that development. You need that to support the immediate development that's going to occur there, but it supports development that's already occurred. So in Morris Village, other phases, supports development. Did we do the same thing for Dr. Corbet? Was it the development charges who paid for that, or it was a developer? I don't recall what was included in the original development charge. I don't know if you, Helen. It was not. So at the time, City of Clarence Rockland hadn't fully got a grasp on what was developable or not, and certainly council of the day had the choice whether to include a road or not. So that road was built by Space Builders and predominantly benefited that existing area. This particular road will benefit more than just the houses that are going to be built there. And you can think of it this way, like if we build a 4-lane boulevard like Dr. Corbet, the first 2 lanes are what we call a local road, because if you only built that development, you'd only need 2 lanes. But we know other people are going to feed into it. So the oversizing cost are lanes 3 and 4, which is what is then collected through the development charges. Does that make sense? Yeah. Okay. But eventually, when baseline would be finished, when it would be extended, if it goes and connects with Ottawa, people would not be using that road to go back on their Highway 17. Yeah. Well, they will go on baseline, and it would be more direct. Okay. So
No, in the sense that people are going to use the quickest means to get to where they want to go. Always. So development that's going to occur south of this, because the urban area has been expanded to Baseline Road. So there is going to continue to have development south at this point. That development is probably going to take something like a east-west collector that's south, maybe Baseline, along Baseline or something like that. But the houses that are going to be developed right on Popal Road are not going to make that detour, especially if you have this extension that accommodates that traffic. They're going to go to, how do they get to 17 the quickest, and that is the quickest way for them to do that. Juste des précisions à avoir, parce que sur un des croquis qu'on a sur la rue Caron, on arrive avec 3 sets de lumière, qui n'est pas sur ce croquis-là, mais sur ce qui était dans le document de Schedule B. So this is just a concept in terms of the roundabout. So it really doesn't matter in terms of a roundabout or a signaled traffic intersection. They're essentially the same thing. It just depends on one services one need. So roundabouts are more efficient in terms of traffic moving through and all that stuff. It reduces speeds better than an intersection, but they require more land. So this is just one concept. When we do the actual design, we go through, we're going to have to do EA. When we go through that phase, we have to present at least 3 options. And then one is the preferred option, one is in the other options that were considered. And at that time, we're going to better identify what are we going to do specifically for that intersection. So this is a bit higher up. So this is just a concept. But including on Caron Street as well. That's my concern, is Caron Street right now. All of them are going to be considered at a more defined level once we get to that phase. The second question I have is, are we going to be doing anything about the names of all these thousands of streets that we have here? Like to make it make sense? Like in the sense, like what would the theory of making things logical is you would have Saint-Jean Street that would end at roundabout D, and then Street 1 on the other side. So that's fine if you have 3 this way. And then from the other side of D, well, that should be Poupal Street. That goes all the way till the end there. Yeah, I mean that's. And then from roundabout C, then in theory the rest of that street should just be Fidion Street, which is on both sides there. That's making it logic. I hate being in Ottawa where you have a street that changes name 7 times. The same street. It's just absolutely illogical. And to see here this puzzle just seems like a Mickey Mouse project to me. Normally when we do the draft conditions or the conditions of the subdivisions, or like we're a bit too early in the phase, we then present the developer would present what their scheme for naming names are. We have a convention. We have it has to meet certain standards and all that. Anyways, and through that process we identify what's the best way of naming the streets. If the streets need to be continued, the naming needs to be continued. In this case, if Saint-Jean needs to be renamed, that is something that would be considered at that time. Because Saint-Jean would be like in 3 pieces here, which is, doesn't make sense. No, I understand that. It's certainly council's prerogative to look at the naming convention. Certainly in the city of Ottawa, the roads that we struggle with were created through former boundaries of municipalities. So the former municipality of Nepean actually extended well into Ottawa. So when Wellington changes to Richmond, where it changes is it used to be Nepean. And then Nepean was annexed off. So there's a lot of history along that road, why it changes 7 times. To Wellington, to Rideau, to Montreal. And certainly at amalgamation of the city of Ottawa, there was a huge challenge to get duplicate names removed and sort some of that out. And they discussed renaming it one road, and that didn't pass. But that's where it becomes your option to deal with that. It's like Benny Parkway puis Riverside. Tu as adressé le point pour les roundabouts versus des streetlights qui vient, parce que je pense que sauf que ça soit vraiment bien défini, qu'est-ce qui est mieux pour une telle intersection. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un roundabout, c'est designé aussi pour que dans des intersections où est-ce que ton trafic est égal sur tous les bords. Si tu as il y a certaines intersections là-dedans que ça ne sera pas le cas. Fait que je pense que ça va être bon que vous allez l'adresser plus tard. La chose que je voulais savoir aussi, c'est qu'on a un stretch de 1,4 km, give or take, pour se rendre à la fameuse 17. Ça, tu disais que ça aussi, c'était pour être éligible avec les development charges? Oui, ben, parce que donc toute cette section-là, tout ça fait partie pour pouvoir
supporter le développement. Parce que là, on parle 1,4 km de chemin à faire sur du terrain qu'il faut acheter. Fait que j'imagine, là, ça, c'est des millions et des millions en infrastructure qu'il faut faire à travers les DCs. Là. Right? C'est très dispendieux, là, on s'entend. Oui. Ça fait que c'est pour ça que ça va accaparer la grande capacité de nos DC charge pour le foreseeable future. À ce prix-là. Parce que c'est pas un chemin il faut créer un chemin, dans le fond. Je pense pas. En fait, je veux dire, là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas encore présenté, donc c'est un peu difficile de vraiment commenter là-dessus. Je sais que les DCs, on est dans le processus de revoir tous les projets capitales, puis ils vont être présentés bientôt, si je ne me trompe pas, on parle de 17 juin, autour de ça. Je ne vais pas m'avancer. Non, excuse-moi. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus. Là. Le 17 juin. Ça, c'est comme... Puis à ce moment-là, on va pouvoir revoir... Je pense à Ottawa quand ils ont fait Brian Coburn. C'est les autres qui ont dit, OK, c'est là que le chemin est, that's it, ça va être un 4-lane éventuellement, on bâtit 2 lignes, un peu ce que vous voulez faire là, ce qui est correct. On s'entend que la ville d'Ottawa est pas mal plus grosse que nous autres. Puis qu'eux autres, le développement, c'est pas 200 unités résidentielles à travers toute la ville qu'ils font, c'est peut-être 10 000. Fait que le chiffre est loin d'être pareil. C'est pour ça que je suis un peu inquiète de ce stretch-là, parce que ça veut dire qu'il faut exproprier un paquet de monde puis acheter ben du terrain pour être capable de faire un 4 lignes là. J'imagine que ça va être un 4 lignes ça aussi. Pour être capable de construire un chemin d'1,4 km. Fait que c'est beaucoup de sous. Je suis bon. C'est beaucoup de sous, mais ça ne se fera pas s'il n'y a pas de développement. Non. C'est les development charge, c'est les maisons qui vont se bâtir après le 10 ans qui vont payer pour ça. De 5 à 10, comme ça va prendre du temps avant de se rendre tu regardes notre rapport qu'on vient d'avoir pour la construction et... tu regardes de 200 unités par année, gros max. Regarde le montant qu'ils viennent d'avoir, ça va prendre du temps avant que ça monte à ça. Là. Comme c'est là, les builders, ils ne sont pas sold out. Ça ne montera pas si ça va probablement monter dans 10 ans, mais pas comme c'est là. Puis c'est pas ça. On ne prendra pas l'argent qu'on n'a pas, c'est les DC charges. Je suis pas de juste ces chemins-ci affectent surtout certains de mes résidents dans le grand futur. Fait que juste pour apaiser, pour peut-être calmer les choses, ceci est juste un concept en ce moment. Le concept, c'est qui va être développé les roundabouts, les intersections, la façon qu'ils vont être. Est-ce que c'est signalé de façon conventionnelle? Est-ce que c'est un roundabout? Les largeurs, comme les nombres de voies, les largeurs, tout ça, c'est l'étude a déterminé que c'est le besoin pour supporter ce développement. Je comprends que le besoin, puis si on ne fait pas ça de l'avant encore, comme tout le monde mentionne, que no matter what, cars are going to pass on that street to get to the highway. C'est qu'est-ce qui est simple, c'est qu'est-ce qui est là pour leur trajet. Fait que je comprends, c'est plutôt pour savoir par rapport à les conceptions qui s'en viennent futures ou les choses qui viennent avec différentes options, c'est là où on va vraiment pouvoir prendre les décisions et non, comme this isn't the final, c'est ça que j'essaie. C'est une vraiment bonne idée c'est ce que ça devrait avoir l'air, mais il faut passer à travers du processus du IA. Il faut passer à travers on est juste au tout début, mais ça, c'est la meilleure recommandation de notre consultant qui a identifié tous les aspects là, de ces développements-là, du trafic, puis la meilleure façon de se rendre à la 17. Ça, c'est l'étude qu'on a payée pour. Oui, justement. Pour faire certain que ce soit pas plus un bord que sur l'autre. Que ce soit, oui. La rue Sterling, ça bénéficie seulement à un développeur. Pourquoi que Sterling est inclus dans ces routes-là comme étant... Donc, development charges. Excuse-moi, ça est parti. La rue Sterling. Je peux comprendre Street numéro 1, là, parce que c'est une continuité là, pour aller de l'est à l'ouest. Mais la rue Sterling, je ne comprends pas pourquoi c'est la municipalité qui... Oui, donc la rue Sterling, comme je mentionnais, on va faire présenter là, au Conseil là, les définitions là, de qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui n'est pas considéré, pourquoi ils sont pas, dans quelles circonstances ils seraient. Puis à ce moment-là, on va pouvoir identifier là,
les raisons là, pour ce truc-là. Donc, parce que je regarde la Sterling, le début de Sterling, là, ouais. où c'est développé. Qui a payé pour la section dans le développement? C'est probablement le développeur. Donc, la rue Sterling, c'était le développeur, je crois, qui avait payé pour. L'extension, la reconstruction de la rue Saint-Joseph, je crois que c'était la ville qui avait payé pour. Donc, une partie, oui. Donc c'est semblable à ça, dans le fond. Donc, tu as du trafic de Saint-Joseph qui descend à Sterling, de Sterling qui descend. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste immédiatement. Ça ne dessert pas juste le développement. Pas immédiatement, non. Okay. Une grosse partie, mais pas juste le développement. OK, je comprends. Ouais. OK, c'est tout. Merci. Merci, M. Lanaire. Vous avez un vote là-dessus? Tout le monde en faveur? Merci. Amendement des conditions de débauche du plan, subdivision Bourgogne-la-Vigne. Mme Choignard. Attendu que le Conseil municipal, sous forme de résolution, a adopté une série de 76 conditions relatives au projet de lotissement du développement Bourgogne et la Vigne pour une partie du lot 21, concession 10, Russell Road, Cheney, le 4 février 2019, et attendu que le 27 mars 2019, le Conseil des comtés a approuvé le procès-verbal du comité des travaux publics du 13 mars 2019 au sujet d'un passage piétonnier à Cheney et attendu qu'il a été résolu d'imposer l'installation du passage piétonnier comme condition préalable à l'entente de subdivision pour la subdivision proposée au sud du chemin de comté 2 à Cheney et attendu que selon l'article 51-44 de la loi sur l'aménagement du territoire, LRO 1990, chapitre P13, le Conseil municipal peut, à sa discrétion, modifier les conditions de son approbation. Que le comité plénière recommande au Conseil municipal d'approuver l'ajout de la condition suivante pour l'ébauche du plan de lotissement soumise par LaSalle Engineering and Associates Limited pour développement Bourgogne et la Vigne, Développement Incorporé, dossier numéro D-12-VVV-02. The owner shall be responsible to design and install a pedestrian crossing treatment on County Road 2 in Cheney. This pedestrian crossing treatment will consist of a pedestrian crossover level 2 type B intersection two-way as per the Ontario Traffic Manual Book 15. The design shall be submitted to the Director of Infrastructure and Planning and the Public Works Department of the United Counties of Prescott and Russell for their review and approval as part of the subdivision approval. The design, purchase, and installation of this device shall be at the developer's cost. As such, the UCPR will require 100% of the cost estimate via a letter of credit to be added to the subdivision agreement. The owner will need to obtain a road cut permit from the UCPR prior to the installation of the pedestrian crossing treatment. Secondé. M. Lalonde, premièrement, c'est pas que ça que je l'avais demandé quand je l'ai amené au comité. J'aimerais que je le ramène à nos comités du comté. Je pense pas que le développeur devrait payer toute la facture. C'est un chemin de comté. La première... tu vérifies si on fait payer un tiers, M. Desnoyers? Un tiers, oui. De ce projet-là? Si on s'est prêt à payer? Non, si on peut... Nous autres, si on peut payer un tiers. Tu sais, je t'en avais parlé. Non? Mon Dieu. Ça serait bon de vérifier à la nation puis dans des autres municipalités quand ils font des choses comme ça, si c'est la municipalité qui paye ou si c'est vraiment les comtés unis. Bien, l'affaire, c'est que le comté unis était d'accord d'en payer une partie quand je l'ai amené. Ça a été changé par le temps que c'est arrivé ici. C'est pour ça, là. C'est Jérémy, ça a changé de M. Clermont à Jérémy. Et puis, Jérémy a mis 100% contracteur. J'ai dit à M. Clermont, l'autre jour, c'était pas ça qui était à l'entente entre moi et lui. Okay. Fait que, moi, j'aimerais que ça soit ramené au prochain comité des travaux publics du comté pour renégocier ça, parce que même le contracteur m'a appelé pour dire que pourquoi je devrais payer pour ça, parce que vraiment, il y avait nos gens qui vont traverser pour aller au parc. C'est pour accéder à notre parc à nous autres qu'on va voir ça. Là. Alors, on diffère, ça? Moi, j'aimerais ça que ça soit différé, ça. OK, secondé. OK. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Conversion du condominium, 535, 145, chemin Rassoul, Cheney, M. Levert.
le comité plénière recommande au Conseil l'adoption du règlement 2019-50 en vue de soustraire de la procédure d'approbation du plan de lotissement la description de condominium du projet 535-545 Russell Road à Cheney, appartenant à 184-7305 Ontario Inc. et que le maire et la greffière soient désignés pour signer le certificat à cet effet. Secondé. M. Simard, question? Tout le monde en faveur? Merci. Demande de fonds supplémentaires, terrain de balle. M. Lalonde. Attendu que le budget capital 2019 pour la construction d'un terrain de balle à Clarence Creek était de 150 000 $, attendu que les prix de soumission obtenus pour la construction du terrain de balle sont plus élevés qu'anticipé, il soit résolu que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser le transfert de 21 141 $ des fonds de la taxe sur l'essence vers le budget de construction du parc de Clarence Creek, terrain de balle de Clarence Creek, tel que recommandé. Secondé. M. Levert. Question? Oui, M. Simard. Combien de terrains de balle qu'on a qui sont drainés? Qui sont drainés. Il y a l'infill à Saint-Pascal. Une partie du puits à Rockland, c'est à peu près tout. Sinon, on demande de drainer le terrain au complet? Il ne sera pas drainé au complet. Ce qu'on a fait, si vous avez vu les résultats des soumissions, oui, c'était beaucoup plus élevé que le budget. Donc, le outfield, on a enlevé un peu de drainage dans l'outfield. On ne croit pas que c'est nécessaire d'avoir tout ce drainage-là. Fait qu'on a enlevé du drainage et puis on a enlevé aussi l'épaisseur de produit dans l'infield. Au lieu de 8 pouces, c'est 6 pouces de sol approprié pour un terrain de balle. Fait qu'on a réduit le scope of work pour essayer de faire arriver à l'intérieur du budget. Malgré la réduction, on n'arriverait pas à l'intérieur du budget. C'est pour ça qu'on demande un 21 000 $ supplémentaire pour faire vraiment arriver le projet au complet. Autre question? En faveur? Tu vois des mains, s'il vous plaît? OK, c'est bon. Pas certain sur le passé, là. S'il vous plaît. Limite de remboursement annuel de la dette. Mme Soigneur? Le rapport numéro FIM 2019-015 soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Zad. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Mise au point sur le système de sécurité, porte, alarme et caméra. M. Cardeladi. Que le comité plénier recommande au conseil d'approuver que le projet de système d'extinction des feux pour la salle de serveur de l'hôtel de ville de Clarence Creek soit retiré de la liste de projets capitaux et que le comité plénier recommande au conseil d'approuver l'ajout d'un projet qui consiste à faire une importante mise à jour du système de sécurité avec un budget de 25 000 $. Secondé. M. Zad, question? M. Zad. Monsieur Cousineau, vous n'étiez pas ici durant le temps des budgets, mais si je me rappelle bien, le système d'inspection était quelque chose qui était très important pour la municipalité. Dans le temps, il demandait de l'argent, il fallait le faire, on était à risque. Qu'est-ce qui est arrivé à cette heure que ça n'a pas de l'air vraiment être vraiment pressant et qu'il faut déménager de l'argent quelque part? Il y a quelques événements qui sont ici. Donc, on avait approuvé en 2018 de faire celle à Rockland, à l'hôtel de ville, et ensuite cette année de faire celui-là à Clarence, ici. Donc, juste pour vous mettre en contexte un peu, ces deux salles de serveurs-là, ça servent de mise en sauvegarde de l'autre. Autrement dit, tout ce qu'on fait à Rockland est sauvegardé ici une fois par heure, au cas où quelque chose arrive à Rockland, et vice-versa. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent ici. Donc, ça, c'était la première chose qu'on a dit. Moi, quand j'étais arrivé, j'ai fait un peu une étude de risque. C'est quoi le risque de ne pas le faire? Puis j'ai fait ça avec tous les projets capitaux qu'on a. Le risque de ne pas le faire, ici, était déjà moins élevé. Parce qu'il y a juste moins de gens qui sont desservis. Le pire qui pourrait arriver, c'est que les gens ici, si quelque chose arrivait à la salle de serveur, pourraient perdre la dernière heure de leur travail. Donc, quand on parle de
quelques personnes qui travaillent dehors, je peux vous dire que j'ai été dans des organisations qui ont beaucoup moins de redondance que ça, beaucoup plus de risques que ça. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'on a installé finalement le service à Rockland. Et c'est un peu différent de ce qu'on s'imaginait. Donc, le système qui était commandé quand ils l'ont installé, on s'est fait dire par les gars, vous savez, ça va sauver les données sur vos serveurs si jamais il y a un feu. Mais c'est comme un airbag, un coussin dans un auto qui fait pouf pour étouffer toute flamme possible. Ça fait des dommages. Donc, là, c'est là on s'est rassis à la table, ouais, et là qu'on a commencé à regarder. Donc, quand on regarde les dommages que ça peut engendrer s'il y avait quelque chose, est-ce que la valeur est encore là? Donc, complètement séparé du fait qu'on demande que les fonds soient transférés vers un autre projet, là, de le faire, ça ne fait plus beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Je peux vous dire que nos serveurs sont très, très, très sécures. L'investissement qui a été fait dans les dernières années était bien pensé. Et théoriquement, cette idée-là, que les deux soient un backup pour l'autre, est une bonne idée. Mais la salle de serveur ici va éventuellement être plus une salle de backup, plus que d'autres choses, pour quasiment tout le monde. Okay. C'est beau, merci beaucoup. And we're going to keep the fire chief here, so if there's a fire, he's right here to fix it. He's not moving to Rockland. Doesn't know it yet, but he'll find out. He's got to find out. Tout le monde en faveur? Merci. En faveur? On a réveillé M. Simard. Initiative Smart City, protocole d'entente signé. M. Simard? À cette heure qu'il est réveillé. Selon lui, selon Dieu même. Que le comité plénier recommande que le rapport numéro IMIT 2019-004 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Zat. Question, M. Zat. I'm all for, obviously. Okay. I stand corrected. I understand we've had conversations about the initiative Smart City before, and I'm all for it. However, I've been contacted by someone that has an issue with that, and I don't know if council has already thought this through. In this agreement, it states that Smart City will have exclusive rights to city assets for similar services. We already have a contract with a company to supply Wi-Fi through Country Wi-Fi. What exactly does this mean for the contract we currently have, and does this new contract nullify any future contracts that we have with local businesses versus bringing in someone from outside to do something? I just want to make sure we're crossing our T's and dotting our I's. Yeah, that specific, he contacted me and I hadn't given him an answer yet because it will be a council decision, but the specific referral to city assets does not does not mean that they will be there providing all the services we have. And certainly the company or the consortium is very willing to work with us, and grandfathering or leaving existing contracts in place would be possible. Okay, so when we talk about city assets, I'm thinking of, you know, let's say the water tower or any other kind of tower that's being used by Wi-Fi. Mm-hmm. Currently we allow other Wi-Fi companies to use that water tower. So I'm curious as to making sure. You have to understand, we have a local business that wants to get off the ground and supply a service. I want to make sure that whatever we bring in isn't messing up the agreements and preventing them from being successful in the business that they're launching. So perhaps there could be some things, I don't know if, I talked to Mr. Small earlier today, could one handle Rockland and the other one handle rural. So I just want to make sure that we're not stepping on anyone's feet. So please just if I can add to that, Mr. Mayor, when they talk about exclusive, I've been poring over the contracts now for a bit. When they talk about exclusive asset
exclusive rights to city assets. They're talking about exclusive rights to assets that we are providing them. Okay. Like areas like to build out certain infrastructure that is required to do. Okay. To do Keep this in the back of your mind as you progress through this. For me, that Country Wi-Fi does have a contract with the city to supply Wi-Fi. Yeah. They're not, the goal with them is not to create any kind of monopoly. Okay. It's to really open it up. It's the infrastructure they're looking at putting in place could actually create opportunities for other IT companies. Okay. And so perhaps, I know you had mentioned you haven't had a chance to talk to him, understand that you're swamped with other things as well. Would it be possible to just keep them in the loop just because they're the only ones that we have that have this type of agreement with us for this? Just keep them in the loop and let them know the progression of the contract to make sure they don't feel threatened. Will do, absolutely. Thanks. That's it. Tout le monde en faveur? Merci. Statistique mensuelle de la construction en avril 2019. M. Simard, votre département, ça. Oui. Que les statistiques mensuelles du département de la construction soient reçues à titre d'information. Ça va, M. Zad. Question? En faveur? Merci. Autre item? Vous des annonces ou des questions pour les directeurs? M. Laval. Juste une petite question. À Hammond, dans le nouveau projet, là, des tulipes, et puis qui arrive au terrain de soccer, au terrain de balle, on a maintenant une piste qui sort, là, un trottoir qui sort là. Après chaque activité, il y a tellement de gens qui sortent par là, parce qu'il y a des gens qui stationnent maintenant sur le chemin, et puis parce qu'il y a pas assez de stationnement comme de raison, ou ce qu'il semble. Alors, quand les activités sont finies, les gens sortent de là, puis il y a quand même du trafic qui rentre. C'est pas une tonne de trafic. Mais je ne sais pas s'il y a moyen d'installer une enseigne qui dit piéton ou qui dit quelque chose de même, ou avoir des choses jaunes qui traversent le chemin pour indiquer qu'il y a beaucoup de gens qui traversent là. Même s'il n'y a pas de trottoir, les gens traversent la rue, il ne reste pas juste un bord. Il y a des enfants, souvent des enfants pas accompagnés non plus, qui sont en bicycle, qui s'en viennent sur la petite piste pavée, là, puis je te dis que ça y va ce bord-là. Je peux pas trop visualiser ce que vous dites, mais il va falloir... va falloir investiguer ça. C'est chemin de partie du comté, ça? Non. Elle n'est pas vraiment loin du coin de rue, parce que c'est un coin de rue, puis les gens sont obligés d'arrêter, pareil. Il faut juste habituer les gens de se rendre au coin de la rue pour traverser. Parce qu'à Ottawa, tu as des billets, hein? L'étiquette, si tu traverses la rue au coin des rues. Vas-y. Une question, c'est comme M. Reinhardt, j'imagine. Juste sur les chemins de montée au Outaouais, on a une pancarte qui indique la vitesse quand une voiture s'en vient, telle qu'elle, qui affiche, c'est actually pas ce que vous pensez que je veux dire. Est-ce que ça serait possible de juste vérifier, est-ce qu'on peut valider, j'ai moi-même passé pour faire le test, c'est un fait, quand on passe, là, ça nous catch trop tard. Dans le sens que c'est soit l'ajustement du sensor tel quel qui devrait être mieux aligné ou quoi que ce soit, mais par le temps que tu vois que ça te part, on est rendu trop loin dessus. Donc, ça devrait nous catcher plus tôt que ça. Et je ne sais pas si on peut le vérifier. Je sais que ça avait été mentionné à l'automne. Je ne sais pas si avec l'hiver, etc., on pourrait juste... on a essayé de faire des ajustements, mais je pense que l'emplacement et la géographie, tout ça fait en sorte que c'est très difficile d'être capable de bien capter les véhicules. Donc, je pense que cette installation-là n'est pas appropriée pour le besoin. Il faudrait que ce soit quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'on a un plan B avec qu'est-ce qu'on pense faire? Parce que la vitesse est quand même un gros problème là. Je veux dire, il y a toujours d'autres choses à considérer. Ça, c'est une des options. On avait présenté un rapport au Conseil là, il y a... Je pense en 2017-2018, je ne me souviens plus exactement de l'année, je pourrais le retrouver pour vous l'envoyer, puis on avait identifié un peu les différentes stratégies que employer pour réduire les vitesses. Puis c'est un petit peu fait en conséquence de le moins intrusif à le plus intrusif. Puis donc les speed humps, ça fait de genre. Mais donc, il y a d'autres considérations qui pourraient être faites. Je sais juste que l'emplacement de ce radar-là, c'est difficile de capter les voitures à la bonne distance pour vraiment pouvoir rencontrer le but d'avoir un radar. On va probablement le déménager dans les prochaines années.
Il y en a un indicateur comme ça sur la rue Laval. Et puis, je trouve que c'est vraiment efficace parce qu'on voit la pancarte qui dit 50. Là, si tu ne modères pas, pas longtemps après. Puis, tu as juste assez de distance que normalement, une fois que tu vois la pancarte, là, tu devrais être capable d'arriver. Par le temps, tu passes où ça indique la vitesse qu'on va, on a le temps de se rendre à 50. J'ai les testé à 4-5 fois, là. Et puis, oui, c'est juste une bonne distance. Peut-être ça peut être un guide là, pour vous autres. Ben, c'est que ça, là, c'est sur une rue de comté, donc c'est un peu différent là, par rapport à la géographie, la géométrie, toutes ces choses-là, excusez-moi. Okay. Donc, c'est juste que cet endroit-là, à cause de la façon où c'est placé, puis à cause de la rue, il y a des contraintes par rapport à la capacité. Il y a un arbre dans le chemin aussi. Pardon? L'arbre qui est pas loin. Oui, il y a plein de facteurs là, qui rentrent là-dedans. Là, donc, oui, M. Zett. Je voulais juste vous remercier, M. Wilson, au travers de la réglementation. Je sais qu'il y a eu un armadillo. Y a-t-il un mot en français pour c'est quoi un armadillo? It's a speed spy. It's a speed spy. C'est quand même anglais, mais c'est correct. Mais ça a été installé sur la rue Edwards parce qu'on a beaucoup de problèmes de vitesse sur la rue Edwards Nord. Mais malheureusement, à cause des inondations, il a été placé, mais il n'y a pas d'activité parce que tout est inondé. Je me demande si ce serait possible de réinstaller le armadillo une fois que l'inondation, que l'eau se retire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent le stationnement à faire des donuts puis à faire un paquet de racing puis tout ça. But right now, there's nothing happening, so it's really tracking nothing. We'll keep the water high. No, that's not what I want. No. Mais j'aimerais juste que ça soit. I'd like it to be reinstalled when the water recedes, so we can have an accurate picture of what's happening on Edwards North. Our hope is to move it around the municipality and make sure we can hit sort of all of our problem areas. So typically we see our problem areas near schools or coming into the villages, so we'd like to try and move around. But certainly, yeah, we'll bring it back. It's just we can't close that parking lot because people start fishing at 4 in the morning. So and there's no one at the city to open the parking lot, and people just hang out there all night long, and it's really disturbing the condos that are there. So, thank you. Oui, monsieur. Dans le cours de la semaine passée, on a eu on l'appelait la vente d'enchères pour les propriétés qui étaient mises en vente par la ville. Est-ce qu'on va avoir un rapport au conseil pour voir comment est-ce que ça s'est passé? Puis, je sais qu'il y a 2 propriétés qui n'ont pas été vendues, je pense. Voir c'est quoi nos options pour ces propriétés-là en fonction de ce qui se passe. Vous n'êtes pas intéressé, M. Dallaire? Pas, ben, je vous l'ai offert, monsieur le maire, pour votre entreprise locale. Ce serait très bien situé, mais vous n'avez pas l'air très intéressé. Le but est de rapporter un rapport. Puis la raison pourquoi ça prend peut-être un petit peu plus de temps que j'aurais voulu, c'est que dans ce rapport-là, je veux vraiment vous proposer des recommandations au niveau de ces 2 propriétés-là, justement, qui n'ont pas été vendues. Donc, le fait qu'ils n'ont pas été vendus, vous allez devoir prendre une décision de ce qu'il faut faire avec ces propriétés-là. Donc, c'est ce que je suis en train de rechercher, les options qui vont être à considérer. Puis, mais certainement, oui, le but, ce sera vers la fin juin, avoir un rapport. M. Levert? Je n'avais pas de Les enseignes qu'on a dans les villages qui demandent de réduire la vitesse, je sais qu'il y en a qui appartiennent beaucoup au comté du Loup. Je sais qu'on a eu un email de M. Robert Lalonde qui se demandait comment ça fonctionnait. C'est toujours rendu premier service. Il faut faire la demande au comté Unis afin d'avoir ces... Cette année, ils sont pris. Oui, c'est ça. Mais pour l'an prochain. Mais je me demande, celle où on descend le chemin Lacroix qui vient... si elle ne pourrait pas être déplacée, celle-là, à l'autre place, il y a beaucoup plus de trafic qui s'en vient de journalistes qui arrivent sur Lacroix que sur le mont de la côte. Je me demande si celle-là, on ne pourra pas la déplacer, la place. Mais ça appartient pas au comté, celle-là, par exemple. Ça appartient pas au comté. Par contre, c'est quand même un partenariat entre le comté et nous. Okay. Ils doivent être installés le long des rues de comté, des chemins de comté. Puis les emplacements ont été choisis là aussi avec eux. Donc, il faudrait juste discuter là, pour voir si ça pourrait être redéménagé. Je ne suis vraiment pas certain. Là,
Je vais faire la demande, puis je vais pouvoir vous revenir avec une réponse. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrées de camions qui viennent de l'autre côté aussi, avec l'école, etc. M. Lalonde. Je veux juste aviser le conseil, M. le maire. En même temps, je l'ai parlé avec Mme Collier tantôt. L'année passée, vers fin d'année, il y a un résident de mon quartier qui est venu nous voir avec des problèmes avec son champ septique. Puis, finalement, le rapport d'ingénieur a sorti que c'est la même problématique que tous les autres terrains avoisinants. C'est une question de qualité du sable qui est installé par l'entrepreneur. Donc, j'ai pas discuté avec Mme Collier, puis ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le rapport d'ingénieur que j'ai obtenu du résident avec la décision de Terrion qui va financer le projet parce que ça tombe à l'intérieur des 7 ans de garantie. Je vais l'envoyer directement à la présidente de South Nation. Je vais vous mettre en CC, M. le maire et Mme Collier. On va demander, je pense qu'il est temps qu'on demande des comptes un peu à South Nation. C'est leur responsabilité. On leur paye des très grosses sommes d'argent annuellement pour gérer ce processus de champ-drain-là pour nos nouvelles maisons. Je pense que, puis on les a déjà avertis au mois d'août l'année dernière qu'il y avait un problème, puis il n'y a absolument rien qui a été fait. Fait que je pense qu'il faut mettre un peu de pression sur eux autres. Autre question? Toujours oui. I would just like to thank un gros merci à M. Desnoyers pour finaliser la fin d'année. Et a big thank you to our Chief Wilson for all the hours and effort that was put into the floods this year. Our other directors supported us a great deal during the floods as well. And we didn't have everybody present on May 10th, so I just wanted to take a moment now to thank everybody for working so hard. Absolutely. Thank you. No doubt. Thank you, guys. We hope by next week we can take the state of emergency out, so that will be over if everything keeps going the way it is. So. Merci beaucoup. 9h47. Bonne journée.